je suis ravi que nous puissions accueillir aujourd'hui Olivier Perlot pour ce séminaire de l'humain. Je suis ravi à plusieurs titres. D'abord parce que ça nous permet d'avoir un séminaire de qualité. On a quelques années de connaissances et de collaboration ensemble qui me font être complètement rassuré quant à cette invitation. Parfois, c'est pas le cas, mais là, ça l'est. Et puis, j'en suis aussi ravi parce que, alors ça se dit pas trop dans les présentations, mais c'est aussi une belle personne, un bel enseignant-chercheur. C'est quelqu'un de sympathique et de très investi et de passablement drôle, je pèse mes mots, et donc vraiment je le remercie sincèrement. Alors Olivier Perlot, il n'est pas membre de ZZ Top, contrairement à ce que vous pourriez croire, mais il est enseignant à l'université Reims-Champagne-Ardenne, ce qui explique aussi les invitations intéressées que l'on peut avoir en présentiel avec l'individu. Et alors je ne sais pas trop ce qu'il est, mais il me semble être, dans mon imaginaire, un spécialiste des mathématiques et de la pédagogie. Voilà, on peut le dire comme ça. Et c'est assez original pour nous parce qu'on est dans une faculté de lettres et de sciences humaines, mais la pédagogie dans le champ des mathématiques, elle est particulièrement en avance, elle est particulièrement féconde. Et donc, c'est toujours extrêmement intéressant de pouvoir avoir ce point de vue. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, un ancien vice-président délégué au numérique de cette université et il est aussi membre fondateur de l'Association nationale des vice-présidents délégués au numérique avec Bertrand Moquet notamment, à qui j'ai pu succéder d'ailleurs à ses fonctions. Voilà, c'est dans ce cadre aussi où il a œuvré au niveau national à une époque où les choses n'étaient pas reconnues. Maintenant, on est dans une certaine évidence quand on parle, et notamment depuis la crise du Covid, d'enseignement à distance. Bon, mais elle fait partie des personnes qui, au niveau national, ont été particulièrement actives de ce point de vue-là. Sa présentation aujourd'hui a trait à la construction d'un hub social et la formation des étudiants en ingénierie pédagogique autour d'un projet fictif. C'est une présentation qui est issue d'un article qu'il a coécrit avec Monsieur Bertrand Moquet, qui vient donc vérifier qu'il soit cité dans le lancement. La chose est faite. Comme en plus on est presque voisins, je préfère être précautionneux de ce point de vue-là. Et parce que vous avez plus envie d'entendre celui qui a la barbe la plus longue, je lui cède immédiatement la parole. Bonjour, cher François. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Merci au laboratoire L'Humain pour m'avoir invité. Merci donc d'accepter que j'expose mes travaux. Et merci aux quelques personnes que j'ai invitées d'être venues. Je pense notamment ici à Léa et à ses collègues parce que vous allez voir qu'en fait on a peut-être une mise en abîme un peu particulière avec des personnes d'un hub social qui viendraient, pourquoi pas, lors de cette conférence. Alors je vais vous partager mon écran. Nous aurons alors évidemment pour qu'il n'y ait pas de bug, puisque là, mon écran principal vient d'être tout. On va passer hop, en mode secours. Les joies de la technique. Voilà. Alors, donc, je disais que j'allais partager mon écran avec vous. Et il faudra vous connecter. Vous en avez peut-être l'habitude en cours, un petit WooClap. L'idée, c'est à la fois parfois de capter vos représentations, mais également d'être en mesure d'avoir quelques retours pour vous et que ce soit peut-être un petit peu interactif quand même cette présentation, puisque j'ai pas forcément l'habitude de faire des présentations aussi longues. Donc voilà, le partage est là. Donc du coup, vous voyez apparaître
sur vos écrans normalement une petite fenêtre. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour, j'ai envie de dire, vous connecter au WooClap. Pensez à ceux qui viennent d'arriver de couper vos micros, ça nous évite un petit peu les petits crachotements normalement et les retours de son intempestifs. Donc vous êtes pour le moment deux connectés, différentes façons de se connecter, soit vous saisissez dans WooClap dans un moteur de recherche et le code événement qui vous est demandé, ben, j'ai fait simple, j'ai mis l'humain, soit vous avez un smartphone et vous scannez le QR code. Ça me donne l'impression quand je suis en amphi que tous les étudiants veulent prendre ma photo avec toute la caricature évidemment que je viens de faire, euh, évidemment puisque les étudiants également me prennent en photo. Hop. Voilà, allez, vous êtes 14, si je compte bien, vous aurez le temps d'y retourner. Pour les autres, hein, vous clap, il suffit de saisir le code événement l'humain. Alors, même si François a fait une présentation élogieuse, donc on peut mettre des pouces maintenant sur VooClap, ce qui sert à peu près à rien. Même si François a fait une présentation élogieuse, il faut que je vous dise un peu d'où je viens et qui suis-je. Qui suis-je avec vraiment ce côté, cette espèce d'explorateur un peu bizarre. Alors, je suis docteur en mathématiques. Effectivement, à l'époque, l'université s'appelait quand même Paris 6. Imaginez de quel siècle je proviens. L'université s'appelait donc que Paris 6. Et le titre de ma thèse, parfois on me le demande de le dire en une seule phrase et sans reprendre mon souffle, c'est préconditionnement de système linéaire pour calculateur, pardon, massivement parallèle. Alors pourquoi je vais être là aujourd'hui? Je vais quand même me poser la question avec un titre pareil. Mais c'est important de vous le dire. Pourquoi? Parce que en fait, moi, dans ma thèse, j'étais à Paris 6, j'étais sur un ordinateur qui était déjà très éloigné. Donc j'utilisais une vieille liaison Etherpad, etc., les prémices de l'Internet. Et mon objectif, c'était de résoudre des systèmes d'équations avec des millions d'inconnus et des millions d'équations en vue de, par exemple, prédire la météo de façon plus efficace. Donc, j'ai fait beaucoup d'algorithmique et des mathématiques. Je suis agrégé en mathématiques et donc j'ai enseigné en collège, en lycée. J'ai été 2 fois vice-président en charge du numérique et ça, François l'a dit, ce qui m'a valu l'occasion de créer l'association des VPNUM au moment où le statut était et la mission était naissante. Et pour faire le lien avec la pédagogie, j'ai été directeur adjoint de ce qu'on appelait l'IUFM et qu'on a appelé ensuite l'ESP puis l'INSPE. C'est dire que ça a changé, voire même peut-être que ça deviendra l'école normale du 21e siècle. Donc voilà d'où je viens, une espèce de mélange de mathématiques, de liens forts avec le numérique, l'algorithmique, mais aussi la pédagogie. Alors, euh, j'ai quelques sujets d'études au sens scientifique. Je m'intéresse à la formation, à l'éducation, et je dis bien la formation au sens formation de futurs enseignants ou formation de futurs ingénieurs pédagogiques. Ce qui m'intéresse également dans les sujets d'études, c'est les postures à travers la tâche que l'on propose et l'incidence que ça a de modifier la tâche, de changer la tâche à travers, pourquoi pas, l'outil numérique, au sens vraiment outil, à travers, pourquoi pas, la ludopédagogie et donc des nouvelles modalités d'apprentissage. J'ai écrit un article récemment là, qui vient tout juste d'être publié autour de l'innovation technopédagogique où j'étudie également, et on le verra un petit peu à la fin, des textes officiels pour voir finalement ce qu'il en ressort réellement. Donc je suis un espèce de chercheur parce que je ne suis pas enseignant-chercheur. La présentation sur la page de votre laboratoire me valorise beaucoup trop. Je ne suis pas maître de conférence. Je ne suis pas enseignant-chercheur comme l'a dit François, mais je pense qu'il avait oublié le tiret. Je suis enseignant et peut-être chercheur par moment. Et je suis peut-être entre les sciences de l'éducation, l'infocom, et je pourrais presque développer le sentiment de l'imposteur avec vous aujourd'hui pour savoir finalement pourquoi je suis là. Mais je vais peut-être m'efforcer de vous l'expliquer et je développerai pas trop longtemps
ce sentiment d'imposteur. Mais vous voyez bien que je suis dans des éléments de recherche qui peuvent paraître étonnants et cette liberté peut-être de recherche que j'ai, je vais essayer de voir si elle correspond quand même à un certain nombre d'éléments de votre laboratoire. Alors, Bertrand l'a dit, c'est un article que l'on a co-rédigé et qu'on a eu vraiment plaisir à co-rédiger. Il est édité par la revue Médiation et Médiatisation, qui est une revue québécoise qui n'est pas classée 70e, mais qui est recommandée et qui est très sérieuse, hein, avec reviewing en double aveugle, des remarques toujours très pertinentes et très pointues sur la façon d'évaluer nos productions. J'ai quelques problèmes avec mon écran, j'espère que ça vous perturbe pas de trop. Donc cet article, il était sur une série qui était gérée par Thierry Gobert autour des lieux d'apprentissage et de formation sont-ils devenus des hubs éducatifs. Et ce que l'on a étudié avec Bertrand Moquet, c'est la construction d'un hub social et autour de la formation des étudiants en ingénierie pédagogique. Alors, le public, on est d'accord, ce sont bien les ingénieurs pédagogiques. C'est Loisy et Lameule qui nous disent en 2004 que dans les nouveaux enjeux de la pédagogie universitaire à l'heure du numérique, ces ingénieurs pédagogiques ont toute leur place et ont même une place essentielle. Et Loisy et Lameule le disaient avant le confinement 1. Imaginez bien ce qu'on a pu écrire après le premier confinement et cette version sauvage de l'hybridation non voulue, voire de l'enseignement à distance totalement non prévu, hein, où de mémoire à l'université de Montpellier, on distribuait sous la houlette d'un vice-président numérique, on distribuait en drive des ordinateurs, des prêts d'ordinateurs pour les étudiants. Si on regarde ces ingénieurs pédagogiques, merci Bertrand, hein, et à bientôt. Si on regarde ces ingénieurs pédagogiques, c'est un acteur plutôt ancien à l'échelle du numérique. Alors pourquoi plutôt ancien à l'échelle du numérique? Parce que les premiers ingénieurs pédagogiques apparaissent dans les années 90 dans les universités. Alors on est d'accord, hein, il y en a très peu, très peu à l'époque. Ils ne sont pas dans toutes les universités et ils ne sont pas que en lien avec le numérique. Donc, ces ingénieurs pédagogiques apparaissent dans les années 90 et évidemment, ils sont bien plus nombreux, mais encore trop peu nombreux actuellement. Leur rôle dépend fortement de la situation dans laquelle se trouve l'intervention de l'ingénieur. C'est ce qu'on a écrit avec Bertrand en 2022 dans un ouvrage d'ailleurs co-dirigé par Christa Pellissier de votre laboratoire. Et dans le graphe à droite de ma diapositive, en fait, on avait interrogé les vice-présidents en charge du numérique et on leur avait demandé s'ils voyaient, là on est sur l'axe des abscisses, alors c'est l'axe horizontal hein, pour les non-matheux, François je pense à toi, soit les vice-présidents imaginaient leur ingénieur pédagogique davantage comme un exécutant, celui qui réalise des projets, ou davantage comme un conseiller. Sur l'axe vertical, l'axe désordonné, celui qui est le plus mal rangé, il le voyait soit comme un technologue, un technophile, quelqu'un qui connaît les boutons par cœur des différentes applications qu'il le propose, soit davantage comme un pédagogue qui va proposer des modalités d'apprentissage adaptées à la fois au contenu souhaité par l'enseignant ou bien aux apprenants. Et finalement, ce que nous montre ce graphe, c'est que on a, en fonction des situations, et là ce sont des points, on a à la fois des exécutants qui sont à la fois pédagogues et technologues, c'est le point qui se trouve à peu près au centre verticalement à gauche, mais on a une volonté chez un vice-président en charge du numérique d'avoir un technologue, un technophile à fond et qui est un peu conseiller exécutant, mais finalement on a également dans le point en haut à droite un conseiller pédagogue qui participe par exemple à l'élaboration et à la rédaction de projets.
Mais finalement, si on regarde le point moyen et le point médian, ça y est, le matheux commence à apparaître à fond. Il faut que je fasse du quantitatif, il faut que je replace des mathématiques. Eh bien, finalement, les vice-présidents en charge du numérique, qu'est-ce qu'ils attendaient de leurs ingénieurs pédagogiques? C'est qu'ils soient à la fois exécutants et conseillers, à la fois technologues et pédagogues. C'est le fameux mouton à cinq pattes que l'on attend tous et qui est très difficile à trouver. Et ça dépend vraiment des contextes. Alors ça, c'est le public auquel s'adressait ma formation. La formation, c'est un master qui s'appelle IEFUN. J'en profite pour faire la publicité. Il n'y a que l'année de M2, soit ils entrent par une VAE, soit ils ont déjà un master 1 par ailleurs. Il est totalement à distance, il est à 90%, j'ai envie de dire, asynchrone. Et j'avais un EC autour de la gestion de projet. Je vais dire et après je dirais le formateur. Parce que j'ai réussi à prendre quand même pas mal de recul. Le formateur, c'était moi avec un syndrome d'imposteur. Est-ce que j'étais l'Attila? Est-ce que j'étais véritablement un découvreur ou est-ce que j'ai raconté des histoires? Pourquoi j'ai développé ce syndrome d'imposteur? Parce que je n'ai jamais reçu de formation en gestion de projet. Je ne fais pas vraiment une formation en gestion de projet, mais plutôt une mise en situation d'apprentissage, je dirais. Et finalement, bah, mes étudiants apprennent sans véritable concept théorique de la gestion de projet, mais finalement, je mets en avant mon expérience à avoir géré des projets, mon expérience à avoir répondu à des appels à projets et tout ce que j'ai fait, notamment quand j'étais vice-président en charge du numérique. Donc voilà à peu près le principe de la formation. Mais cette formation est bien plus complexe et se présente sous ce diagramme qui paraît totalement ahurissant, mais je vais prendre le temps de vous expliquer parce qu'il a vraiment une incidence forte sur la création du hub social. Tout d'abord, dans la partie haute, vous avez le dispositif de formation, dispositif au sens hybride, comme pourrait le dire comme un collègue comme Peraya. Avec en haut le nombre de jours, j'ai découpé en 6 périodes. Dans la période 1, les étudiants découvraient l'organisation des services du numérique dans l'ESR et ils avaient à produire une première ressource collaborative qui était plutôt coopérative au départ. Dans cette ressource, ils devaient essayer de trouver à partir de ce qu'il y a sur les sites internet des universités comment s'organiser les services du numérique, les DSI, les directions des usages du numérique, les directions du numérique, enfin ces différentes dénominations, et quelle était la place de l'ingénieur pédagogique dans les universités. Et ils pouvaient découvrir ici que c'était extrêmement hétérogène. Ça dure 18 jours. Dans la période 2, qui dure 27 jours, mais avec une semaine de vacances en février, les apprenants doivent essayer de s'organiser pour réaliser une cartographie des acteurs du numérique de l'ESR. Je me basais notamment sur la cartographie qui a été réalisée par l'AMU. Et dans cette cartographie, cette fois-ci, ils doivent véritablement davantage se répartir le travail parce que les acteurs sont tellement nombreux qu'il est impossible pour un seul étudiant d'étudier un service, ce qu'ils avaient fait plutôt dans la partie précédente, où ils se contentaient de regarder l'université, ils venaient copier-coller dans un document collaboratif sans regarder finalement ce qu'avaient fait les autres, même si je demandais une synthèse. Dans la période 3, et là on entre dans une période évaluative, ils doivent répondre à un appel à projet fictif. C'est FunMOOC qui, de manière fictive, lance un appel à projet pour réaliser un MOOC sur une thématique donnée. Et je change la thématique tous les ans. C'est un temps relativement court pour répondre à un appel à projet puisqu'ils doivent s'approprier ce que c'est qu'un MOOC. Parfois, ils ne le savent pas. Ils doivent réaliser un document très synthétique
puisque j'ai un nombre de pages fixé, même si certains rajoutent une quantité d'annexes fabuleuses et essayent de tricher. Et vous savez, hein, quand vous évaluez des projets, c'est ce qu'on n'aime pas, hein, quand on demande 10 pages pour un projet et qu'on vous en fait beaucoup plus, n'est-ce pas, Léa, que je devrais voir sourire, qui m'avait rajouté une quantité de pages qui était juste impressionnante. Et dans cet appel à projet fictif, ils sont vraiment en situation professionnelle. Je leur propose une situation professionnelle et ça génère énormément de motivation, dirait Lebrun. Dans la période 4, et là c'est très brutal pour eux, puisque tout le départ s'est voulu tendre vers la collaboration entre étudiants. Dans la période 4, ils doivent réaliser une vidéo de présentation de leur projet comme s'ils étaient face à un jury. Et c'est là que s'arrête normalement mon dispositif de formation. Dans la période 5 que j'ai quand même intégré dans mon étude, eh bien c'est, j'ai envie de dire, entre fin juin, juillet à août, le moment où la formation continuait puisqu'ils travaillaient, les étudiants travaillaient sur leur mémoire et ils ont soutenu aux alentours de fin août. Et la période 6, c'est une période qu'on n'est pas censé évaluer mais que j'ai ajoutée, c'est après la formation. Au moment où normalement plus rien se passe et ils n'ont quasiment plus accès à notre système d'information. Donc voilà à peu près la formation, comment elle s'est déroulée. Et pour cette formation, dans la partie basse, de mon diagramme, j'ai proposé parfois des outils, c'est ceux qui apparaissent en bleu, et parfois les étudiants ont proposé des outils puisque c'est une formation totalement à distance. Donc, j'ai utilisé, parfois, vous voyez, un pad de Framapad avec les avantages et les inconvénients que peuvent avoir ce type d'outils. J'ai utilisé pour les vidéoconférences, évidemment, Zoom, puisque c'est quand même plutôt pratique, on y est aujourd'hui. Je déposais mes documents sur l'ENT et donc c'est Moodle à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne. J'utilisais également les forums pour les échanges. Et au fur et à mesure, les étudiants ont proposé de nouveaux outils pour la carte mentale MindMaster, pour partager eux-mêmes des documents. Ils ont parfois fait des doublons avec Microsoft Teams, OneDrive, avec Google Drive. Pour la gestion de projet, ils avaient proposé Trello. Ils avaient un WhatsApp avec l'enseignant, mais ils avaient également en parallèle un WhatsApp sans enseignant qu'ils avaient créé avant. Voilà à peu près le dispositif complexe. Puisque je cherche à avoir un peu d'interaction, est-ce que vous avez déjà des questions sur ce sujet? Et je me permets du coup, pourquoi pas, de stopper le partage. Avez-vous des questions ou est-ce que c'est hyper clair et je peux passer à la suite? Ou est-ce que je vous ai déjà endormi? Oui, Bruno? N'hésitez pas à mettre votre micro. À ce stade, j'ai l'impression qu'il y a des retours aussi dans le chat que miraculeusement, tout est clair. Oui, c'est là que ça m'étonne en fait. Donc alors, comme dirait Bruno a une question. Merci. Non, non, tout est clair, tout est Ah, clair. tout est clair, très bien. Oui. Alors, comme dirait peut-être André Tricot, si c'est trop clair, c'est peut-être que bah, vous voyez pas la difficulté et je devrais complexifier un peu. Non, je plaisante. Alors, jolie faute de frappe, je la vois maintenant. Dans cette formation, j'ai mobilisé comme modèle d'apprentissage le modèle IMIP de Lebrun et je propose 3 cycles du modèle IMIP. C'est un modèle plutôt pragmatique de Lebrun qui a comme, on va dire, comme principe d'appliquer cinq actions lors d'une formation à distance et qui sont pas si simples que ça à mettre en œuvre, notamment la partie motivation. Alors, Lebrun nous dit qu'en fait, il faut délivrer de l'information. L'information, c'est à la fois le contenu disciplinaire, mais aussi c'est l'organisation que vous allez proposer à vos étudiants. Il faut aussi activer des leviers de motivation. C'est peut-être là sur lequel je suis le moins compétent dans le domaine. Et la motivation, ce peut être également le contexte. C'est ce que dirait Bucheton, le tissage que l'on fait avec le milieu professionnel. Et vous avez vu quand même que mes contenus étaient très axés dans le milieu professionnel, des ingénieurs pédagogiques. On doit proposer des activités, voire des actions. Contrairement à vous, là, les apprenants ne doivent pas être passifs.
même si vous écoutez et c'est l'action que j'attends de vous. On doit essayer de mettre en place des interactions entre les apprenants ou des interactions avec l'extérieur en vue de réaliser des productions. Et vous voyez bien que j'ai bien demandé 3 productions. Lebrun nous dit en 2004 que grâce à ce modèle, on doit pouvoir mettre en place un groupe de coopération. Mais on est quand même assez loin, vous verrez, des caractéristiques d'un hub social. Alors, euh, je continue à avancer. Du coup, à travers cette formation, à un moment donné, je me suis posé la question, mais quel objet d'étude je peux faire de tout ça? Là, je suis juste en train de faire une formation. Je suis très loin d'un modèle scientifique, même si je fais référence à la recherche, mais c'est juste pour le coup pour l'appliquer. Alors, l'objet d'étude, c'était une opportunité puisqu'il y avait un appel à communication de la revue Médiation et Médiatisation autour des hubs sociaux. Et Bertrand m'a dit, mais Olivier, ce que tu fais, ça a l'air de ressembler à un hub social, si on l'étudiait. Ok, d'accord. Mais du coup, moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un hub social? Et là, on est d'accord, ça fait déjà plus d'un quart d'heure que je pars, donc il faut que je me pose, que je boive un petit coup, et je vous pose la question. Je vous demande, dans le WooClap, et j'ai l'impression que plus personne n'est connecté, mais peut-être parce que il y a eu des problèmes de connexion tout à l'heure. Je vous demande, dans le WooClap, essayez de me dire euh, ce que c'est que pour vous un hub social. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter. Pour vous reconnecter, il suffit d'aller sur WooClap et d'utiliser le code l'humain. Et je ferai apparaître au bout d'un moment les résultats de votre nuage de mots collaboratif. Vous pouvez aussi aimer, hein, on va parler en français, voire adorer les réponses des participants. Allez, je fais apparaître un peu le nuage de mots. Et évidemment, comme un nuage de mots, eh bien, celui qui a la plus forte occurrence va apparaître le plus gros. J'ai oublié de dire que entre chaque mot, il fallait appuyer sur Entrée. Et donc, du coup, certains m'ont mis, et comme je ne l'ai pas indiqué, certains m'ont mis les 3 mots et ont appuyé sur Entrée. N'hésitez pas à liker les réponses également de vos collègues. Ah, ça y est, j'ai fait un peu d'anglais. Donc, le nuage de mots est très vivant. Alors, je dis bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour Armando, Soujou, Ijuanigo, Monsieur Forêt, Louchka, Madame Ali Dires, Zélie. Alors, le nuage de mots commence à moins bouger. Et là, il y a un bouton magique sur WooClap. C'est le bouton, vous savez, quand tous les étudiants parlent, on aimerait bien les faire taire à un moment donné. C'est le bouton cadenas. Et là, vous ne pouvez plus parler. Et tout s'arrête. C'est quand même assez magique. Alors, ce qui apparaît, alors ce qui est toujours difficile dans ce genre d'exercice, c'est de commenter en direct un nuage de mots qu'on n'avait pas prévu, évidemment. Ce qui apparaît en plus important pour vous, c'est les interactions qu'on peut chercher. Et donc, peut-être que le modèle de Lebrun, du coup, dans un hub social, selon vous, est adapté. La notion de collaboration, qu'il faudrait peut-être définir, puisque là, Lebrun nous parlait de coopération. La notion de partage, qui, avec l'interaction, peut commencer à ressembler à quelque chose. Je vois échange qui pourrait être également avec partage. Je vois relation qui pourrait être avec interaction, mais aussi avec collaboration. Je vois participation. Je vois plateforme, blog qui sont davantage les outils. Je vois des espaces. Apprentissage collaboratif qui peut ressembler. Je vois communauté d'apprentissage, lieu d'échange. J'ai l'impression que pour vous, en fait, effectivement, le hub social, c'est un espace à distance, virtuel, avec des outils, pourquoi pas une plateforme, un blog, où on va interagir en vue de collaborer, de partager.
Je vois pas forcément d'apprentissage, sauf s'il y a apprentissage collaboratif qui apparaît une fois. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est faux? Bah, le mieux, c'est de repartir vers des définitions scientifiques. On est d'accord. Moi, je vais pas en inventer. Thierry Gobert a dit en 2020, eh bien, un hub social, c'est un lieu de convergence physique et ou dématérialisé. Il a repris en fait la notion de hub qu'on peut retrouver dans les transports. Hein. Orly et Roissy sont des hubs puisqu'on peut prendre l'avion, mais aussi on peut prendre, pourquoi pas, le train, le RER, un taxi, une voiture, etc. Voire même une trottinette électrique si on arrive de Montpellier. Euh, c'est un lieu de convergence physique, donc on a bien ici un lieu de convergence. Il va falloir que les apprenants convergent vers ce lieu. C'est le premier critère qu'on va retenir qui doit disposer d'un nom ou d'une raison sociale. Ça, je ne l'ai pas forcément vu apparaître dans votre nuage de mots. La raison sociale dans le hub que j'ai étudié, c'était la formation IEFUN et la formation à la gestion de projet. Dont l'accès, nécessite une formalisation, au minimum une inscription de soi-même ou d'une tierce personne. Donc, on va retenir en fait 3 critères. C'est un lieu de convergence qui a une raison sociale ou un nom, et qui doit se matérialiser par une inscription de soi-même ou par un autre. Donc, on va retenir effectivement 3 critères d'un hub social. Et on dira de manière un peu simpliste qu'il devient éducatif si le sujet principal de discussion est un sujet éducatif et si on y apprend. Alors, du coup, je vous interroge à nouveau, on va pas faire que ça, mais là, comme vous êtes déjà 19 connectés, une question simple, sommes-nous ici dans un hub ou un hub social? Et j'ai masqué les réponses pour que vous ne soyez pas, on va dire, perturbés par les réponses des autres. Sommes-nous dans un hub social? Alors, je n'ai que 8 réponses et pourtant vous êtes 19 connectés. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de bons points, de mauvais points à la fin. Je ne vous évalue pas. Par contre, j'ai un pourcentage de rémunération en fonction du nombre de réponses. Normalement, c'est ce qu'on a convenu avec François. Et j'ai coutume de dire à mes étudiants, là, j'ai 13 réponses sur 19, c'est mieux que les résultats, le taux de participation aux élections présidentielles. Donc, pour les jeunes, la prochaine fois, on fera peut-être les élections sur Boclap, ce qui nous permettrait d'avoir un meilleur taux de participation. Alors, euh, pour 2 tiers des participants, nous sommes dans un hub social. Pour 3 personnes et donc 20%, nous n'y sommes pas. Et certains pensent manquer d'informations. Et je n'ai perdu personne. Alors là, je suis ravi parce que c'est le petit bouton nous sommes perdus. Ça veut dire que j'ai bien accroché tout le monde. Sommes-nous dans un hub social? On va vérifier tout simplement les 3 critères. Premier critère, est-ce que nous sommes sur un lieu de convergence? Bah, ça a l'air de fonctionner puisque entre la communication qui a été faite, on a réussi à se retrouver ici sur un même endroit. Donc, le critère 1 de Gobert semble vérifié. Le critère 2, qui est la raison sociale, la communauté d'intérêt, presque on pourrait dire, eh bien oui, elle est acquise aussi. On est dans un séminaire d'un laboratoire, l'humain, on sait de quoi on va parler recherche et le titre évoquait ici les hubs sociaux devenus éducatifs. Donc, le critère 2 a l'air d'être vérifié. Alors, ceux qui ont répondu oui ont l'air d'être satisfaits. François, qu'est-ce que tu as répondu avant que je dise si c'est oui ou non? Tu as répondu oui. Donc, François, tu me dois un café puisque tu as perdu. La réponse est non puisque en fait le critère 3 de Gobert, ça réclame une inscription et finalement le fait que la visio soit ouverte à tout public, ce qui me ravit, hein, je n'ai pas peur du Zoom bombing même quand c'est Bertrand Moquet, le fait qu'il n'y ait pas d'inscription bah, fait tomber à l'eau le principe de Gobert du hub social. C'est son 3e critère. Et en fait, on voit la communauté ici de partage qui est quand même assez restrictive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où on va diffuser d'ailleurs tout public après. Donc vous voyez, il y a ce côté un peu restrictif du hub social. Alors, cette définition du hub social,
cher collègue Thierry Gobert, je la trouvais un peu vague pour l'étudier véritablement ici dans un article. Du coup, j'ai regardé les travaux d'un collègue de Lorraine, Samuel Nowakowski, et de sa collègue, dont j'oublie le prénom, désolé, Madame Coton, qui en 2021 nous disent que à partir des travaux, notamment d'une designeuse, d'une architecte d'intérieur presque, Rosanne Bosch, qui est hollandaise, nous disent que pour qu'on ait un espace d'apprentissage, que ce soit physique ou en ligne, il faut avoir différents lieux d'apprentissage. Et ce que je vais dire va presque être des évidences, notamment par exemple quand on est enseignant en maternelle, mais qui pourrait interroger quand on réalise un magnifique learning space, une magnifique bibliothèque qui devrait porter un nom célèbre sur Montpellier, tellement ce bâtiment est joli, très proche de l'ITIC, hein, je vois bien. Je connais quelqu'un qui a eu une chambre d'étudiant pas très loin, et on a vu construire cette magnifique bibliothèque. Et chaque lieu, je vais essayer de vous l'expliquer, chaque lieu a son importance et sa fonction. Et en ligne, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de voir s'il y avait une construction de ces différents lieux. Alors, tout d'abord, Nowakowski et Coton nous disent qu'il faut une place publique. Il faut un forum, une agora où on vient s'exprimer et on apprend par l'écoute de celui qui s'exprime, par l'écoute des autres également. Ça fait, il y a un côté très grec ici. Il faut également, nous disent Nowakowski et Coton, des feux de camp. Des feux de camp où on vient de manière allez, pas encore totalement informelle, mais on vient autour du feu de camp avec sa guitare, mais on a certes la guitare, mais on discute encore des sujets. On peut retrouver ça dans les Learning Labs, les Fab Labs, etc., où on a quelques outils. Et ça fait plus que d'ailleurs le feu de camp. Mais on apprend en échangeant avec ses pairs. Il y a également, qui est très proche du feu de camp, il y a l'Oasis. La seule différence va être, dans le feu de camp, on accepte, on tolère la présence de l'enseignant, mais avec moins de hiérarchie. Et dans l'Oasis, le prof n'est plus là. Le prof n'est plus là. Et là, on échange librement. On change complètement de sujet. On vient en pyjama en visio. On échange sur les maladies de ses enfants, etc. Mais on continue à faire avancer le projet. C'est, par exemple, les discussions qu'on peut avoir autour de la machine à café, qui est un élément central qu'on retrouve dans les laboratoires. Le laboratoire, nous disent Nowakowski et Coton, sont essentiels également, puisque c'est là où on va produire. On va produire du contenu. On va produire du contenu scientifique. On va produire du contenu pédagogique. Vous avez également des nids. Des nids, c'est ces espaces où on peut se recentrer sur soi-même, lire un article, travailler seul sur une production. Et si je fais l'exemple d'une classe de maternelle, hein, je mélange tous les niveaux, c'est ce qu'on peut retrouver avec un petit coin lecture tout seul où l'élève, on va lui demander de se recentrer sur lui-même pour lire, pourquoi pas, un petit conte enfantin ou feuilleter, hein, parce que lire en maternelle, c'est peut-être un peu tôt. Et enfin, il faut des sources. Là où on va trouver les articles de recherche, là où on va trouver du contenu pédagogique validé par l'enseignant, ou alors des sources extérieures. On va aller chercher sur les moteurs de recherche de nouveaux contenus. Eh bien, en fait, Nowakowski nous dit qu'il faut ces différents lieux-là dans un espace physique ou en ligne d'apprentissage. Et là, moi, ça va me donner quelque part la construction de la maison hub sociale avec les différentes pièces nécessaires. Alors, ces différentes pièces, on verra plus tard si elles ont été construites ou pas dans l'hub social. Mais du coup, je reviens vers vous. Nous n'étions pas dans un hub. Mais finalement, parce qu'il n'y a pas toutes les caractéristiques, dans quel lieu sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans une place publique, un feu de camp, un oasis, un laboratoire, un nid, ou bien une source? C'est marrant, ça s'est déconnecté encore. Je vois plus d'étudiants connectés, mais je vais remettre à jour. Hop. Ça vous déconnecte à chaque fois ou non? D'accord. Alors c'est bizarre l'affichage que j'ai.
Merci Léa pour le nom. Le langage non verbal, c'est pas mal, mais le verbal, c'est bien aussi. Allez, j'ai cinq réponses. Dans quel lieu sommes-nous? Il n'y a pas de question piège, il n'y a pas de récompense. J'aurais pu faire un jeu aussi. Comptabiliser les points, c'est possible sur vos claves, j'ai déjà fait ça. Donc, autant changer. Bonjour à iPhone qui vient d'arriver. Allez, je n'ai que 10 réponses, c'est décevant. On va regarder les résultats. Alors, vos réponses sont assez différentes, hein. On a différents types de réponses. On a à la fois une place publique. Alors, je pourrais donner la parole à ceux qui ont indiqué place publique. Je peux comprendre place publique puisque ici, on est sur une place assez ouverte. On va apprendre, on va échanger par la présentation que je vous fais. Donc, effectivement, ça ressemble à un forum, à une place publique. Ça peut ressembler à un feu de camp par notamment la façon dont on a eu de s'exprimer avec François de manière assez libre. Et là, on va commencer à se rapprocher un peu du laboratoire humain. Vous voyez, là, c'est le niveau d'échange. Alors là, je vais être très mauvais et vous m'en excuserez, chers collègues, mais le niveau de discussion, le vocabulaire utilisé, etc., les champs lexicaux vont avoir toute leur importance. Est-ce qu'on est dans un laboratoire? Bah, alors, vous n'avez pas mis Oasis, on est d'accord, le prof est là, donc ça, c'était pas possible. Est-ce qu'on est dans un laboratoire? Bah, si on produit, on serait peut-être dans un laboratoire, mais finalement, on va pas produire. Est-ce qu'on est dans un nid? Alors là, on est beaucoup trop nombreux, je suis désolé, pour être dans un nid, sauf peut-être ceux qui sont avec leur caméra éteinte et qui écoutent une sorte de podcast sans interagir. Là, ceux-là sont dans un nid. Pourquoi pas? Et puis beaucoup ont dit que on était. J'ai encore des problèmes avec mon écran qui coupe. C'est assez infernal pour moi. Beaucoup ont dit que on était dans une source. Alors là, vous me faites beaucoup d'honneur parce que ça veut dire que ce que je dis a une grande valeur, voire une valeur institutionnelle. Ce qui est peut-être un peu le cas, étant reçu ici par un laboratoire. Donc, finalement, on est quand même beaucoup plus proche d'une place publique, de par le discours institutionnel que je vais délivrer. Mais bon, on aura peut-être un ton un peu moins sérieux. Et quand la vidéo, elle sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'humain, ça deviendra peut-être en fait une source, voire une ressource, cette vidéo. Alors, l'objet final d'étude, j'avais un objet initial qui était les hubs sociaux. L'objet final, ça va être, ce qui va m'intéresser, c'est la construction d'un hub éducatif. On va dire que, ok, ça existe, Gobert l'a démontré, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment on le construit. Est-ce qu'on le décrète? Ce qui est parfois le cas d'une communauté apprenante. Il y a des exemples comme ça dans l'éducation nationale qui n'ont pas très bien réussi. Ça s'appelle Via Éduc. Et la construction d'un hub éducatif, il faut se dire quels sont les leviers possibles pour construire et ça peut intéresser aussi les formateurs que vous êtes. Il me semble que vous avez quelques formations qui sont hybrides. Et je vais regarder la construction spatiale, c'est-à-dire comment construire les différentes pièces décrites par les différents lieux par Novakoski et Coton. Quelle posture doit avoir l'enseignant dans ces pièces-là, histoire que ces pièces vivent bien, et quelle est la construction temporelle? Parce que vous pouvez construire la plus belle maison du monde, si vous n'y mettez pas de la vie, il ne se passera rien. Même une villa en Corse avec vue sur la mer, si vous n'invitez pas des amis, si vous ne faites pas des événements, eh bien, vous risquez de ne pas avoir de vie, vous risquez d'avoir juste des gens qui viennent profiter de la vie. Alors, dans cette construction, on a proposé une méthode. C'est rechercher les interactions. Et ce seront, des interactions verbales. Je n'ai pas pu étudier le non-verbal. J'aurais pu étudier d'autres types de lieux où il y a eu interaction, d'autres outils. Je me suis concentré sur le forum,
qui était mis en place sur Moodle et sur le fil de discussion WhatsApp avec le prof. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y avait le plus d'interactions. J'aurais pu aller regarder aussi les interactions sur les documents que les étudiants produisaient. J'aurais pu aller regarder les interactions sur leur suivi de projets dans Trello, etc., etc. Ça commençait à faire beaucoup et on était quand même dans le cadre d'un article et pas d'une thèse. Je vous ai mis des captures d'écran, du vrai forum et du vrai fil WhatsApp. Et dans le forum, on peut y retrouver, vous allez voir, regardez un peu les titres, réunion synchro du 1er février, impossibilité d'assister au Zoom de demain, des questions très sur l'organisation et relativement peu encore sur le contenu. On verra un peu le contenu tout à l'heure et on a une fréquence qui est tout à fait raisonnable. Alors, le 8 mars 2019, c'est le moment où j'ai ouvert le forum, il ne faut pas la compter, mais 29 janvier, 31 janvier, 3 février, 4 février, 2 février, c'est une fréquence qui est quand même pas mal pour un forum. Et puis, dans le fil WhatsApp, j'ai masqué les noms. Voilà, vous garderez toute confidentialité, chères étudiantes, pas de souci. Il est créé le 16 mars. Voilà, bienvenue à Monsieur Perlot. Un premier message, une réponse immédiate et le message a été supprimé. On peut imaginer la réaction de l'étudiant qui se dit « Ah ouais, c'est sympa, mais finalement, il y a Monsieur Perlot qui est là, donc je vais commencer à faire attention à ce que j'écris. » Et puis, une réponse, ne pas s'offusquer, la com est plus relaxe ici, c'est une zone étudiante. Ok, le ton est donné. Dans les forums, il y avait beaucoup de formalisme et on le verra tout à l'heure. Un premier smiley où on est mort de rire et on a bien raison de le préciser. Donc, on voit bien ici une modification d'emblée. Alors, une première question. Moi, je me suis demandé s'il n'y allait pas avoir un biais ici scientifique à vouloir étudier une zone, notamment un fil WhatsApp, où l'enseignant était présent. Est-ce que, à votre avis, les apprenants ont oublié la présence du formateur ou pas? Et donc là, je vous demande de noter 1 si les apprenants n'ont pas du tout oublié et 6 s'ils ont totalement oublié. Dès le début. Allez, non, on va laisser un petit peu de temps. Oui, au bout de 3-4 jours. Et on peut dire globalement, est-ce que les étudiants étaient toujours assez vigilants à leurs propos ou est-ce qu'il y a des moments où ils ont vraiment oublié? Alors, consultons un peu vos réponses. 16 réponses sur 21, franchement, c'est pas mal. Alors, puisque vous pouvez noter entre 1 et 6, la moyenne ne se trouve pas à 3, mais elle se trouve à 3,5. Donc, vous pensez que, globalement, les apprenants n'ont pas vraiment oublié la présence du formateur, ce qui peut être un biais assez important dans mon étude, puisque l'idée, c'était quand même qu'il y ait interaction entre les apprenants. Eh bien, je peux vous certifier que à un moment donné, il y a bien eu totalement un oubli que le formateur était présent. Il y a eu des discussions autour de pyjama, d'enfants, etc., qui m'intéressaient énormément, imaginez bien, en formation. J'aurais pu faire des screens, mais je vous ai fait une petite copie d'écran d'une conversation anonyme, pas de souci, où on va se rendre compte quand même que véritablement, les apprenants ont oublié la présence du formateur. Alors, voilà pourquoi le forum ne vit pas. Une étudiante râle. Ben c'est ça. J'ai même plus envie d'écrire. À chaque fois qu'on pose une question, on se fait prendre de haut, c'est chiant. J'utilise juste le ton formalisé, et je suis très poli dans les forums, juste le ton formalisé des forums. Et voilà le ressenti de la part de l'apprenant. Oui, ou alors on nous fait passer pour des idiots, ça va quoi.
Et là, les apprenants sont un peu âgés, sont des professionnels en reconversion, etc. Donc là, je prends quand même très cher et j'espère qu'elles ont oublié que je n'étais pas dans le forum. C'est comme si vos étudiants disaient du mal de vous en plein TP ou en plein TD. Ça pourrait être charmant. Je ne sais même pas si je dois répondre. Ça, c'est celle qui est intervenue en premier. C'est presque un peu vexant en fait, qui est une collègue charmante. Je regarde si elle est là. Non, pas forcément aujourd'hui, mais qui regardera le replay. Ceci dit, à sa décharge, il y avait bien écrit que la vidéo, ce serait à partir du 23 que j'ai posté le message le 22. Oui, c'est vrai. Dans mon processus de formation, j'avais indiqué que la vidéo, je donnerais les indications à partir du 23 et dès le 22, on pose des questions sur la vidéo. Mon message était prêt. Il allait se poster automatiquement et les étudiants me posaient déjà des questions. Donc, je leur rappelais simplement que tout était prévu et que tout allait être en ligne. Mais ils étaient tellement investis que ils étaient pressés. Quelqu'un d'un seul coup réagit. Il voit déjà ce que tu écris puisqu'il est connecté sur le WhatsApp. Oui, on voit nos connexions. Tu crois qu'il lit? Et là, quelqu'un répond, m'étonnerait qu'il lise toutes les conneries qu'on raconte, va, ou il est maso. Enfin, moi, je serais lui. Ça fait un bail que j'aurais désactivé les notifications, objectivement, le soir même du début, j'imagine. Oh non, sinon je pense que je vais prendre cher s'il n'a pas d'humour. Au revoir, Zélie. Donc, vous voyez, là, c'est quand même un échange où, franchement, vu le niveau de conversation, je pense qu'elles m'ont totalement oublié. Alors, je dis elles parce que c'était une majorité de femmes et j'utiliserai pour une fois la règle de la majorité. Ces conversations, on va voir qu'il y avait quand même beaucoup de lignes. Dans les forums, un peu moins de messages et dans le WhatsApp, davantage. Il m'a fallu les qualifier. Je voulais regarder quelles étaient les préoccupations des messages. C'est là que j'aurais bien eu besoin, à mon avis, du laboratoire, l'humain, et c'est là que je peux attendre vos réactions, notamment. Moi, je me suis basé sur ce que je connais, c'est-à-dire les sciences de l'éducation. Je me suis basé sur un article d'une collègue qui est très proche encore de vous et d'un article de Bucheton et Soulet de 2009 qui nous dit que dans ses préoccupations enchâssées, l'enseignant en a 5 principalement. Les objets du savoir, les programmes, etc. Le pilotage des tâches, l'étayage, le comment faire aux élèves, l'atmosphère, créer cette atmosphère propice aux apprentissages et le tissage, faire des liens avec de nouvelles notions. Je me suis dit que si j'étais en mesure de déterminer ces préoccupations-là, je pourrais voir quelle était la posture de l'enseignant et pourquoi pas la posture des élèves. Ces préoccupations, j'ai essayé d'indiquer, et ça m'a vraiment été demandé lors des révisions de l'article, ça m'a vraiment été demandé de définir un peu plus précisément comment j'attribuais les préoccupations à chaque message. Et donc du coup, alors je vous le laisserai lire, hein, je mettrai à disposition le diaporama, je vais pas tout lire, mais j'ai essayé de définir comment dans un fil WhatsApp, comment dans un forum, je pouvais déterminer quelles étaient les préoccupations. Et puisque les préoccupations de Soulet sont pas tout à fait les mêmes que celles d'une formation à distance avec des apprenants qui sont quand même plutôt âgés, eh bien les préoccupations de Soulet, je les ai quelque part converties dans des catégories de messages pour cet article. Les objets de savoir, c'était le contenu des productions. Ils avaient 3 productions à réaliser. Est-ce que leur message s'intéressait au contenu des productions? Est-ce que c'était autour du pilotage? Est-ce que c'était l'organisation générale du dispositif, les dates de rendu des documents, les formats des documents, etc., qui les intéressaient, voire même l'organisation dans leur groupe? L'étayage s'est transformé en travail collaboratif, puisque je voulais faire aux étudiants du travail collaboratif. L'organisation du travail collaboratif, ça a été pour moi l'équivalent de la catégorie étayage. L'atmosphère, je l'ai déterminée à partir de tous les signes, les émoticônes, pourquoi pas les petites blagues que l'on fait, etc. Et donc tous ces liens affectifs, toute cette conversation même qui pouvait être du ressort du privé, je l'ai mis dans la catégorie atmosphère parce que ça crée finalement une atmosphère propice aux échanges dans le hub social. Enfin,
le tissage s'est fait selon deux catégories de messages. Le partage professionnel qui perdure encore avec des partages, voire des questions qui arrivent encore même après la formation, des questions connaissez-vous un outil pour telle ou telle réalisation, ou bien c'était un tissage interne à la formation où on parlait d'un autre cours du master, notamment par exemple les oraux de mémoire. Donc j'ai essayé de repérer dans les différents messages ces catégories. Comment, je vous donne sur un exemple, comment j'ai opéré cette classification. Eh bien, par exemple, sur le message, et je voulais laisser tel que, avec le niveau de vocabulaire, j'y trouve pas les étiquettes et je ne trouve pas les initiales. Les étiquettes, c'était de mémoire dans Trello, il y avait des étiquettes qui permettent de déterminer des catégories et ils avaient mis des initiales histoire de se repérer dans la gestion de projet et avec un petit smiley. Eh bien, celui-là, ça ne parlait pas directement du contenu des productions, du projet lui-même, de la réponse à l'appel à projet, donc je l'ai pas mis dans la catégorie contenu des productions. Ça ne parle pas du dispositif général, puisque là, c'est le dispositif général, c'est quand moi j'indique les dates de rendu, etc., etc. Mais ça concernait le travail collaboratif, donc je l'ai mis dans la catégorie travail collaboratif. Il y a un petit smiley, il y a un niveau de vocabulaire qui est quand même moins formalisé que dans un forum. Le smiley, j'ai mis qu'il y avait une petite marque d'atmosphère, donc je l'ai mis dans les signes d'atmosphère. Et je l'ai pas mis dans le partage professionnel puisqu'il n'y avait pas de lien professionnel ni ici de tissage. Pour chaque message, je me suis fixé comme limite de mettre 3 catégories. Et la première qui apparaissait, alors après j'ai pas fait d'ordre, mais la première qui apparaissait, ensuite la seconde, ensuite la troisième, et parfois en fait des messages pouvaient avoir plus de 3 catégories, mais je me suis arrêté là. Et finalement, il y a très peu de messages qui expriment plus de 3 catégories, parce que dans un même message, on peut mettre une atmosphère et parler du travail collaboratif. Tout ça, j'ai caractérisé de manière manuelle. Je le dis d'emblée, 129 messages dans un forum, plus de 6000 messages dans un fil WhatsApp. Et je l'ai fait de manière manuelle. Imaginez que c'était quand même un peu fastidieux et c'est une des grosses limites ici. Puisque on est d'accord, même si c'est la même personne qui a caractérisé, je peux entendre que ça pourrait nécessiter au moins une double évaluation. J'ai caractérisé tout ça dans un tableur, j'ai fait des magnifiques tris croisés, j'ai fait des graphes, et là on retrouve quelque part un peu le mathématicien qui veut véritablement qualifier, qui veut essayer de sortir ce que certains appellent des données probantes, ce qui m'agace un peu parfois. Pourquoi, pourquoi aller dans ces éléments-là? Pourquoi regarder les préoccupations? Parce que Bucheton-Soulet nous disent qu'à partir des préoccupations, on pourrait s'intéresser aux postures de l'enseignant, voire aux postures des élèves. Ce schème préconstruit du penser, dire, faire que l'enseignant ou que l'apprenant mobilise au moment où on lui propose une tâche. Et je me suis dit que, notamment par les définitions que Bucheton et Soulet disent, donnent plutôt de la posture d'accompagnant, de la posture de contrôle, ça pourrait m'intéresser, moi, en tant que formateur, de voir quelles sont les postures les plus adaptées en fonction de la tâche proposée, voire en fonction du lieu qui est proposé, le lieu attribuant une certaine tâche. Donc voilà pourquoi je m'intéressais, là c'est les sciences de l'éduc qui reviennent, voilà pourquoi je voulais m'intéresser aux messages et essayer de les qualifier dans des catégories pour voir quels gestes professionnels essayer de mettre en place l'enseignant ou quels gestes l'étudiant essayait également d'accomplir. Alors, voilà un peu les éléments en gros de la méthodologie. Je vais passer aux résultats et je ferai en même temps les discussions. Quelques résultats quantitatifs. Dans le forum, sur une période relativement courte, allez, un peu plus de 30 jours, j'ai 119 messages. J'avais dit 129 tout à l'heure, mais c'est 119. Et puis, comme je suis un matheux, il faut que je puisse comparer ce qui est comparable. Donc, j'ai ramené, alors, à ce moment-là, il y avait deux groupes d'apprenants que j'ai ensuite scindés dans 2 réponses à l'appel à projet. Ça fait 0,033 messages par jour par participant. C'est quand même pas une grosse fréquentation. Mais c'est déjà pas mal au regard de
ce qui se passe sur les forums des apprenants en général. Ouvrez un forum, en général, il se passe à peu près rien, sauf si le prof est présent. Notamment, pardon, quand le prof est présent. Si le prof est absent, c'est déjà un peu mieux. Et le formateur a une part prépondérante parce qu'à lui tout seul, il représente 21% des messages, avec des messages qui sont très directs. L'apprenant s'adresse à l'enseignant, l'enseignant répond. Il y a très peu de messages qui s'adressent à tous, même s'ils sont lus par tous. Dans WhatsApp, alors là, on passe à une autre dimension, 6337 messages. Et là, ça devient carrément de la folie. 1,74 messages par jour par participant. Alors, on va me dire, OK, un message, moi, c'est ce que j'ai compté une ligne. Si on met bonjour, qu'on appuie sur entrée, ça fait un message. J'espère que vous allez bien. Entrée, ça fait un deuxième message, etc. Tout de même, on a un facteur quasiment 50 entre le nombre de messages sur le forum et le nombre de messages sur le fil WhatsApp. L'explication, elle ne peut pas être que dans la constitution du message. L'explication, elle est aussi ailleurs. Elle est aussi dans la tonalité qui est prise, les contenus qui sont moins formalisés. On va le voir. Il est aussi dans l'ergonomie de l'outil. J'ai compté pour aller lire un message sur un forum, il faut pas moins de 9 clics, alors que dans WhatsApp, 2, c'est fait. Hein. On appuie sur l'appli, encore on a une notif, on peut aller regarder en un seul clic. Donc voilà. Et puis la présence du formateur qui s'efface puisque le formateur ne représente plus que 6,25% des messages, alors que en plus il y a nettement moins d'apprenants. Bien. Alors là déjà d'un point de vue quantitatif, on voit un premier changement dans les outils. Et puis tout cela, il a fallu également que je le mette un peu en comparaison. Alors, ce graphe est un peu compliqué à comprendre puisque on a l'impression que les messages en forum, en Orange, et les messages dans WhatsApp sont équivalents, sauf que j'ai une double échelle et j'ai voulu voir le point d'intersection. Si on regarde bien les messages dans les forums pour l'ensemble des apprenants et sur l'échelle de gauche où on a un maximum à 1,6 messages par jour pour l'ensemble des apprenants. C'est le pic que j'ai eu en période 2. Et le fil WhatsApp, là, on a une échelle qui va jusqu'à 70. Donc, on n'est vraiment pas dans la même échelle. Et on voit bien que il y a énormément de messages. Là, on voit la construction temporelle, en fait. Ce que je vais essayer de vous expliquer, puisque j'étais sur une construction spatiale et temporelle. Dans les périodes 1 et 2, où le prof est encore énormément présent et où le fil WhatsApp n'est pas encore ouvert, puisqu'il ne s'est ouvert, le fil WhatsApp avec l'enseignant ne s'est ouvert qu'en période 3, eh bien, on voit énormément de messages dans les forums. Le WhatsApp n'existe pas, donc il n'y a rien dans le fil WhatsApp. Et puis, d'un seul coup, on a une montée dès que c'est ouvert du fil WhatsApp et on a une descente très importante en période 3, voire à devenir quasiment inexistant en période 4. Alors qu'ils avaient encore le droit de poser des questions, mais de manière institutionnelle, et je ne répondais que dans le forum. Alors, si on regarde maintenant les messages de l'enseignant par période, alors avec la même double échelle, l'enseignant répond régulièrement à la fois dans le forum en période 1, 2, 3 et 4. Et si vous regardez par contre dans le WhatsApp, alors absent période 1 et 2, c'est normal, le WhatsApp n'existe pas, mais en période 3, je me suis permis de poster seulement un message. Seulement un message pour dire je suis là, mais vous êtes chez vous, débrouillez-vous. Vous êtes dans un oasis. En période 4, 0 message. Même lors du message un peu agressif qu'on a vu tout à l'heure, qui était en période 4, je n'ai pas répondu. J'ai répondu dans le forum de manière institutionnelle. Et puis après, en période 5, là, la formation étant terminée, je me suis permis d'intervenir directement pour tisser davantage. Et en période 6, c'est-à-dire après la formation, après qu'ils aient passé tous leurs examens, eh bien, les échanges ont continué sur ce fil WhatsApp. Alors, quelques résultats cette fois-ci qualitatifs. Dans ces résultats qualitatifs, eh bien,
si on regarde sur les forums, là, au niveau formalisation, c'est impressionnant. 82% des messages, même quand c'est réponse A, commencent par une formule introductive de politesse, bonjour, bonsoir, salut, etc. Avec beaucoup de bonjour et de bonsoir. Ça veut dire quand même pas mal. Il n'y a aucune photographie, il n'y a aucun gif animé, etc. Alors que l'outil Moodle de forum le permet. C'est un peu compliqué, ça rajoute des clics, mais ça le permet. Et les seuls émoticônes que l'on trouve, c'est l'enseignant qui a la mauvaise habitude de faire des 2 points-parenthèses pour essayer de mettre un petit peu d'atmosphère et qui passe pour quelqu'un de totalement old school. Dans WhatsApp, là, c'est complètement différent. Seulement 2,16% des messages possèdent une formule introductive. Et encore, si on regardait par période, c'est plutôt au début. Bien sûr, le message peut commencer par bonjour. Si on appuie sur entrée, le suivant n'a pas de bonjour. Mais même ça ne suffit pas à expliquer cette différence quand même. Là, passer de 82 à 2%, c'est vraiment le type de message qui est complètement différent. Donc, seulement 2% des messages ont une formule introductive de politesse. J'ai retrouvé 48 photographies ou copies d'écran, 58 gifs ou gifs animés et un fichier audio. Tant mieux, il n'y avait qu'un seul fichier audio. Je ne sais pas comment je ferai maintenant pour étudier l'ensemble des fichiers audio qu'on peut trouver sur WhatsApp. C'est beaucoup plus lourd à étudier que du texte. Et j'ai quand même 2347 émoticônes. Là, on voit bien quand même que c'est tellement facile que l'intonation change complètement. J'invente rien ici, je ne fais que constater des choses que d'autres ont déjà constatées. Sur un forum, c'est très formalisé. Dans un groupe de discussion, ça l'est nettement moins. Et on a bien réussi à oublier que le prof n'était pas là. Donc ça, ok, c'est un premier résultat que l'on peut constater. Dans les préoccupations, ensuite j'ai regardé quelles étaient les préoccupations. Eh bien, les préoccupations ont varié en fonction des périodes. Pour les apprenants, la première préoccupation en période 1 était plutôt le contenu des productions. On était sur qu'est-ce qu'on doit mettre dans la cartographie des acteurs du numérique de supérieur, qu'est-ce qu'on doit mettre dans les services des usages du numérique, etc., etc. Et puis ça a décru au fur et à mesure des périodes. Et pour ne plus apparaître en période 4 et 5, je les ai pas mises parce que franchement, ça n'avait pas de sens de les regarder. J'ai mis ça en pourcentage pour voir quelles étaient les préoccupations premières. Et si vous additionnez les pourcentages, ça peut dépasser 100% puisque on peut avoir plusieurs préoccupations dans un message. Donc, la préoccupation première en période 1, c'était le contenu des productions. En période 2, ça reste encore le contenu des productions, mais on voit bien que le travail collaboratif, l'organisation commence à s'installer. C'est normal. En période 1, c'est moi qui indiquais quels outils ils devaient utiliser. En période 2, c'est eux qui doivent choisir l'outil. Donc, ils commencent à échanger sur leur organisation du travail collaboratif. L'organisation générale du dispositif, elle, reste à peu près équivalente. Les étudiants me demandent des éléments. Est-ce que le cours sera enregistré? Est-ce que les dates de rendu sont bien celles-là? Est-ce qu'on peut obtenir des délais ou des choses comme ça? Et puis les liens affectifs ont commencé à s'installer en fonction des périodes. La catégorie autres cours de master, cette partie tissage, a relativement peu été mobilisée dans les forums. Si on regarde maintenant les messages pour l'enseignant. L'enseignant, lui, il est resté beaucoup, finalement, dans l'organisation générale du dispositif. C'était quelque chose de très institutionnel. Il a très peu parlé des contenus de production. Pourquoi? Parce qu'il avait des visios pour cela, où il faisait le point. Il a un peu parlé, mais relativement peu, du travail collaboratif, puisque la plupart du temps, c'était aux étudiants de s'organiser. Et là, on peut lui faire le reproche, il a très peu mis, finalement, de liens, il a très peu créé d'atmosphère propice aux apprentissages. J'ai utilisé clairement un ton qui était sans doute un peu trop formel, mais comme on l'utilise en fait sur les forums. Alors, très bien, on a regardé les forums. Je fais attention un petit peu à l'heure. On a regardé les forums. Maintenant, je vais regarder le WhatsApp. Qu'est-ce qui s'est passé dans le WhatsApp? Les plus de 6000 messages. Quelles ont été les préoccupations? Alors, là, clairement, on voit que la catégorie signe ou lien affectif, c'est quasiment tout le temps. Il y a quasiment tout le temps un smiley, une discussion soit personnelle, soit comment tu vas, etc., etc.
On a même eu des discussions assez fabuleuses avec des étudiantes qui étaient à l'étranger et dont le pays était un peu à feu et à sang, avec beaucoup ici d'entraide. Donc, l'atmosphère était installée. Dans les premières périodes d'installation du WhatsApp, c'est-à-dire période 3 et 4, on a beaucoup discuté du contenu des productions, du travail collaboratif. C'est normal, ils avaient 2 productions à rendre. Et ça s'est beaucoup organisé. Très bien. Il y a eu un peu par la suite, également en période 5 et 6, un début de partage professionnel. Il y a eu beaucoup d'échanges sur un autre cours de master, ce qui n'était pas l'objet. Et à un moment donné, il a fallu que je calme un petit peu si on disait du mal de mes collègues. Oui, Léa, c'est arrivé. Et il y a eu un peu de partage professionnel. Et le partage professionnel est encore plus arrivé en période 6, c'est-à-dire une fois que la formation était terminée. Le message le plus charmant, j'aurais pu vous en faire une copie d'écran, qui est arrivé en période 6, c'est une étudiante qui avait participé donc à ce fil WhatsApp et qui nous dit, genre le 3 ou 4 septembre, écoutez, je viens d'être embauché par telle université, nous sommes en train de répondre à un appel à projet, tout ce qui est demandé, c'est ce qu'on a fait avec Monsieur Perlot, on est bien parti, on va y arriver. Donc on avait déjà un lien vers le professionnel. Et régulièrement reviennent maintenant des questions professionnelles. Alors, si on regarde encore d'un point de vue qualitatif, cette fois-ci les préoccupations. Les préoccupations, on est d'accord en pourcentage. Eh bien, les liens et les signes affectifs étaient très importants. C'est bien d'avoir des données brutes, mais les pourcentages nous aident également. Et puis, l'organisation générale du dispositif et le travail collaboratif les a beaucoup occupés. Et ce qui s'est passé, c'est que les étudiantes m'ont expliqué que le contenu se passait davantage dans les laboratoires, se passait davantage lors de visio qu'ils organisaient, auxquels je pouvais participer, mais je n'allais pas. Et c'est là qu'ils échangeaient davantage sur le contenu. J'avance vers les conclusions. Finalement, est-ce que ce hub social s'est construit? Eh bien, pour moi, oui. On a eu les trois conditions, les 3 critères qu'on a vu tout à l'heure. Il y a bien eu un lieu de convergence. Il y a bien eu un endroit où les étudiantes ont pris l'habitude de s'organiser, où elles revenaient systématiquement. Elles revenaient même tellement qu'au bout d'un moment, ce fil de discussion avec le prof était plus intéressant que le fil de discussion sans le prof avec l'autre groupe. Elles échangeaient davantage sur celui-là. Est-ce qu'il y avait une raison sociale? Un nom. Oui, il y avait bien un nom. Elles ont mis d'emblée un nom à ce groupe AAP Gustave Eiffel, puisqu'il représentait l'université de Gustave Eiffel. Autant faire du vrai. Avec un slogan qui est apparu, Eiffel un jour, Eiffel toujours. C'est le slogan le moins communicant que j'ai pu trouver. Donc, il y avait bien une raison sociale. Est-ce qu'il y avait une inscription, ce qui nous manquait tout à l'heure? Oui. On n'entre pas comme ça dans un groupe WhatsApp. On ne donne pas les clés à Trello à n'importe qui. On n'a pas partagé le document avec tout le monde. Ils avaient bien respecté ici les principes du hub social. Donc, on a réussi à montrer que par 3 cycles du modèle IMAIP, par une certaine posture de l'enseignant, on a réussi à créer un hub social qui, on verra les limites, qui pour celui-là perdure un peu. Est-ce que finalement ce hub social, on a eu une construction spatiale? Est-ce qu'on a bien occupé les différents lieux de Novakoski et Coton? Eh bien, j'aurais pu mettre des petites zones, etc. Et finalement, oui. Il y a eu une ou des places publiques. Il y a eu en fait des Zooms qui ont servi de place publique. Est-ce qu'il y a eu des oasis? Eh bien, moi, j'ai l'impression que le fil WhatsApp, même avec l'enseignant, pour le coup, puisqu'on l'a totalement oublié, était bien un oasis. On parlait de tout et de n'importe quoi et on se libérait. Est-ce qu'il y a eu des feux de camp avec l'enseignant? À un moment donné, oui, le fil WhatsApp, on a continué à échanger, mais cette fois-ci avec l'enseignant, de manière beaucoup plus simple que dans un forum. Mais
de manière quand même tout à fait efficace. Est-ce qu'il y a eu des laboratoires? Oui, MindMaster, Trello, Google Drive, OneDrive, Microsoft Teams étaient des outils qui ont permis de produire. Est-ce qu'il y a eu des nids? Voilà, c'est à voir. Est-ce que par moment, les étudiants se sont concentrés chez eux? Sans doute que oui, puisqu'ils travaillaient aussi à un moment donné individuellement. Est-ce qu'il y a eu des sources? Oui, puisque je donnais moi-même des éléments sur le NT sur Moodle. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que tous les lieux définis par Nowakowski et Coton ont bien été soit proposés par l'enseignant, soit ensuite ajoutés par les étudiants, de façon naturelle, cette espèce d'impensé numérique. Mais quand on y revient maintenant de manière réciproque, peut-être que si on se dit qu'il faut occuper tous les lieux, peut-être qu'on n'oubliera pas de lieux quand on construira notre hub social. Naturellement, il se fait, mais on peut aussi veiller à ce que tous les lieux soient construits. On verra pour l'occupation. On s'est rendu compte également qu'il y avait certaines postures. De par les préoccupations, on a essayé de déterminer les différentes postures qui étaient disponibles. Et on a eu l'impression qu'il y avait une espèce d'iceberg. Alors là, pour le coup, c'est une piste encore à étudier, mais des collègues de Gustave Eiffel, d'ailleurs, ont fait un sondage assez volumineux sur leurs étudiants et qui montre bien d'ailleurs que ce qu'on trouve dans le système d'information de nos universités, les données de connexion de nos étudiants, les fameuses Learning Analytics, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tous les échanges qu'ils ont par ailleurs, c'est un volume beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Donc, ce qu'on a pu trouver dans la partie émergée, c'est la place publique. C'est pourquoi pas en partie les sources et j'aurais dû remonter dans mon diagramme un peu les feux de camp, qui est un peu à cheval entre la partie émergée et la partie immergée. Dans cette place publique, j'avais plutôt une posture de contrôle puis d'accompagnement, ce qui laisse peu de place finalement aux apprenants pour être dans une posture réflexive, dirait Bucheton. Ils sont dans le faire, ils sont dans une posture première. Et au fur et à mesure qu'on descend sur l'iceberg, eh bien, l'enseignant avait davantage une posture d'accompagnement, puis de lâcher prise, voire être totalement absent. Et absent, ça veut dire absent volontairement, ça ne veut pas dire sentiment d'abandon. Les étudiantes n'ont pas eu l'impression d'être abandonnées. Elles ont eu l'impression de s'autoréguler, d'être autonomes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en jouant 3 fois, en proposant 3 cycles du modèle IMAIP de Lebrun, eh bien, on a rajouté une forme, donc on a vu tout à l'heure, une forme d'autorégulation qui a commencé à s'installer progressivement. On ne peut pas la décréter, il faut vraiment l'installer au fur et à mesure, et qui a tendu vers un sujet de professionnalisation ensuite. Et ça pourrait peut-être déboucher vers l'emploi, vers la mise en place d'une veille. On partage parfois des éléments de veille encore sur différents groupes WhatsApp. Alors, voilà les limites. J'arrive pas loin des conclusions. Les limites, c'est évidemment, je n'ai étudié qu'une seule formation. Alors, est-ce que c'est vraiment étudier qu'une seule formation? Bah, pas tout à fait, parce que ça fait plusieurs années que je mets en place cette formation. Scientifiquement, je n'ai pas recueilli les données, je pourrais d'ailleurs les récupérer. Et le schéma se retrouve, sauf peut-être le fait que le fil WhatsApp perdure même après la formation. Il y en a qui continuent à perdurer, d'autres moins. J'ai fait d'autres tests, notamment lors de la formation des professeurs stagiaires du premier et du second degré à la rentrée 2022, à la mise en place d'un hub social pour des professeurs stagiaires qui étaient en temps plein en formation et qui devaient 6 journées de formation, dont une partie à distance. Cela a été un échec cuisant, la mise en place de ce hub social, puisqu'il n'y a eu quasiment aucun échange. Les professeurs stagiaires n'avaient pas le temps, ils étaient en temps plein. Il n'y a eu que 2 productions qui ont été demandées sur un an, c'est beaucoup trop peu. Et des productions étaient prévues, mais elles ont été totalement refusées par le cadre de formation. Donc, voilà, j'ai d'autres exemples où si on respecte pas les conditions, ça n'a pas l'air de s'installer. Le profil des apprenants est un élément extrêmement clé, évidemment. Ils ont un fort niveau d'autonomie, ils ont une appétence pour les outils numériques, etc., etc.
Et la limite, c'est que l'existence de l'Oasis, hein, cet espace où il n'y a pas d'enseignant, reste très fragile. Certains se désabonnent, certains ne répondent jamais, et on a l'impression même qu'ils ils n'ont plus WhatsApp. Pourquoi pas? Donc, il y a un certain nombre de limites. Les conclusions, ce que je pourrais appeler la conclusion des conclusions, c'est une étudiante qui avait mis un message le 24 avril 2021 à 20h21 et qui disait en fait, en l'occurrence, que ah oui, un mémoire forum, il y aurait matière à écrire. Elle se demandait si ce serait pas intéressant scientifiquement d'étudier leurs modalités d'interaction. Alors, moi, les questions maintenant que je pourrais vous adresser, mais vous en aurez également, c'est comment je pourrais mieux caractériser les préoccupations par message. Là, on est vraiment pour moi dans du langage et c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Comment je pourrais automatiser cela et le rendre plus fiable? Est-ce que peux me contenter du langage verbal? Est-ce que je peux regarder ça dans un ENT sans le fil WhatsApp avec, etc. J'ai commencé sur un autre article autour de l'innovation technopédagogique à regarder par exemple des communications institutionnelles du ministère de l'Éducation nationale autour de pédagogie et numérique. Et j'ai fait des graphes de colocation avec Voyant Tools et j'en ai ressorti ces éléments-là qui sont un peu plus automatisés. Je ne connais pas l'algorithme qu'il y a derrière et pour un matheux, ça me gêne évidemment, mais ces graphes de colocation me montrent les relations qu'il y a plus fortes autour de mots que je détermine, soit ceux qui ont de plus fortes occurrences, soit que j'ai déterminé moi-même. Par exemple, autour du mot innovation pédagogique, enfin innovation, ou innovant, ou innovante, etc. Le dernier texte publié par le ministère de l'Éducation nationale en 2023, on trouve les mots agent, cas, attente, etc. Donc voilà les questions que je pourrais vous adresser. Et évidemment, j'avais mis des références et eh bien j'en ai terminé là.